C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On est toujours avec les deux invités, Georges Hérault et Marcel Agbessinou. Ensemble, avant la pause, on parlait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui semble aujourd'hui très fragilisée avec une multiplicité des coups d'État face auxquels cette communauté est on ne peut plus faible, en tout cas peine à réagir. Sinon, aujourd'hui, Marcel Agbessinou, vous constaterez que les chefs d'État de la communauté ne font que constater, parce qu'après le coup d'État en Guinée, il y a eu cette réunion des chefs d'État qui donc ne font que constater combien l'organisation communautaire va mal. À qui la faute? Est-ce que c'est aussi le fait parce que ces chefs d'État, pour la plupart, aiment toiletter leur constitution et mettre cette CEDEAO en difficulté, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se sent pousser des ailes et se disent « je peux mener quelques militaires, je prends le pouvoir, je contrôle les choses, il n'y aura pas de sanctions ». Il y a deux écoles. Il y a certains juristes qui peuvent toutefois les métamorphoser en plusieurs écoles. Mais moi, en tant que juriste, analyste politique et journaliste, je peux vous dire que première école, la CEDEAO elle-même. Et deuxième cas d'école, les décisions unilatérales de certains dirigeants qui se réclament soit président d'une institution qui décide à la place des autres. La CEDEAO elle-même, c'est-à-dire que j'ai énuméré ça si haut, que il y a une CEDEAO qui est incompétente pour résoudre certaines situations, certains problèmes. Souvent, les crises politiques, avant, pendant et post-électorales, la modification unilatérale des constitutions, aux grandes dames de la population, aux grandes dames des citoyens. Le mascarade électoral, le bouffonnement aussi. Tout ça là, avec la répression qui s'ensuivait, la répression militaire. L'opposition parfois, ou bien les citoyens criaient au secours, la CEDEAO, la CEDEAO. Mais la CEDEAO n'agit pas. Elle a agi, c'est-à-dire ce que nous appelons, Guillaume, médecin après la mort. Dans ce sillage, elle se tire les balles sur ses propres pieds. Elle se fragilise à travers la misère de son peuple. Les mêmes situations se passent dans la sous-région. La CEDEAO ne se regroupe pas, ne fait pas, ou bien ne se fait pas remarquer. Mais ailleurs, peut-être en France, si c'est Charlie Hebdo, la CEDEAO, les dirigeants, un à un, l'un après l'autre, ils se retrouvent et c'est le défilé civil, militaire qui commence. Et certains d'entre eux pleuraient à l'époque. Vous pensez qu'une institution, ou bien l'Union européenne peut toutefois se comporter ainsi envers les Africains, en venant en Afrique ici, marcher, faire défiler? Jamais. Voilà le premier cas d'école. Deuxième cas d'école est que certains dirigeants, ils se réclament le poids, ils frappaient leur poitrine. Ils croyaient que les décisions se prennent comme ça, en solo et unilatéralement. C'est le cas. Le dernier cas en date, c'est la décision prise par le président de cette institution, et le président nigérien, le géant nigérien. C'est-à-dire que le nouveau président du Nigeria. Du Nigeria, voilà. Tinubu. Qui, selon lui, c'est va en guerre au Mali. Lorsque les soldats de la Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens ont été kidnappés et gardés là-bas à vue, à Bamako, lui était la sagesse très approfondie. Il faut le reconnaître au moins en passant. Le président, à l'époque, aujourd'hui PC, le président togolais, Faure et Swazina, Gnassingbé, lui était sa sagesse, son expérience, avec à son côté le
le parlementaire, la dame Memounatou Ibrahim, non, la CEDEAO allait déployer des militaires au niveau de Bamako. Le président togolais a dit niet, il faut aller avec l'apaisement, l'arbitrage et discuter avec les poutistes, discuter avec les nouvelles autorités du Mali. Ça, on le veut ou non, il faut le lui reconnaître ça. Il a fait un travail remarquable. Voilà ce qui fait son option aujourd'hui dans la sous-région, et il a avec son bâton de pèlerin et il est en train de faire beaucoup de choses dans la sous-région. Vous pensez que toutes ces choses ont fragilisé la sous-région. Il n'y a pas la sous-région. concertation dans la prise de décision. D'accord. En même temps, par ailleurs, certains pensent aussi, et avec les événements notamment du Mali et du Niger, où vous vous rappelez les sanctions prises par l'organisation, certains avaient accusé la CEDEAO à l'époque de n'avoir fait qu'entériner des sanctions décidées ailleurs, notamment en France. Donc on avait commencé par avoir, avec certains chefs d'État, une CEDEAO trop aux ordres. Bon, je ne pense pas qu'il faut faire des procès de cette manière, puisque il est vrai que nous avons des amitiés avec d'autres pays. Et c'est pareil pour nos communautés que nous avons créées, parce que quand vous voyez la CEDEAO, les subventions, certaines des subventions, même au niveau de l'Union africaine, viennent de l'extérieur avec ces partenaires, ces mêmes partenaires-là. Si vous avez des partenaires qui vous appuient, je pense qu'ils ont toujours quelque chose à dire sur des sujets aussi, je dirais, qui même englobe tout le monde, hein, parce que aussi longtemps qu'il y a l'instabilité au niveau de la CEDEAO ou dans le Sahel, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, vous n'êtes pas libre, parce que le terrorisme, avec la géopolitique, ne doit pas être considéré comme l'affaire des autres. Donc, parce qu'aujourd'hui, en temps au Togo, on parlait de terrorisme, on parlait de Sahel, on parlait de la Libye. Nous pensons que c'est très loin, dans des pays très très loin. Mais aujourd'hui, c'est à côté de nous, dans les savanes. Donc aujourd'hui, l'affaire de terrorisme, ce n'est pas affaire d'une seule personne, ni d'une seule communauté. Et donc, les gens peuvent intervenir, les gens peuvent proposer des choses. Mais est-il que entre nous, on ne se comprend pas. Il faut l'avouer. On ne se comprend pas sur un certain nombre de choses. Ceux qui ont fait coup d'État au Mali, les coups d'État, personne ne peut que ce soit que les gens disent coup d'État constitutionnel ou coup d'État militaire, les gens appellent ça coup d'État. Moi, je me dis, mais quand on parle de coup d'État militaire, c'est autre chose. C'est autre chose carrément, parce que là, vous êtes dans une société où vous avez des gens qui sont là pour protéger l'intégrité du territoire. Et à un moment donné, ces gens-là se retournent contre les dirigeants qu'on a mis sur place. Et dit, ben, vous vous levez, vous quittez ici, et nous, on prend le pouvoir. Alors, c'est différent de ce que les gens appellent par coup d'État constitutionnel et tout. On peut aller de plusieurs manières, mais pour moi, c'est qu'il faut accepter qu'on le veuille ou pas, aucun homme sérieux n'acceptera un coup d'État militaire. Aucun homme sérieux, que ce soit en Afrique. Et là, les dirigeants africains, ouest-africains, n'ont pas forcément besoin de la France, de tout, pour savoir ou bien constater qu'il y a véritablement péril en la demeure ou sévir. Il est vrai que la manière la plus forte par laquelle la CEDEAO est intervenue en mettant les embargos, en serrant les vis, en ne permettant à la population de vivre et tout, et à discuter. Mais donc, vous vous rappelez à l'époque aussi, avant ces sanctions, c'est que dès qu'il y a eu ces coups d'État, la France, notamment par la voix de son président Emmanuel Macron, a réagi en disant que la CEDEAO doit prendre des sanctions. Et puis la CEDEAO suivait. Oui, la condescendance par laquelle peut-être c'est tout cela qui a fait dire aux gens que l'organisation s'est mise c'est normal. C'est la condescendance par laquelle peut-être il intervient. Et vous devez connaître ce président-là. C'est cette manière, hein. C'est pas par rapport à nous. Même quand vous prenez ses interventions par rapport à Poutine, c'est la même chose. C'est qu'il se croit donneur de leçons à chaque moment. Donc, pour moi, c'est épiphémère.
Parce qu'il est vrai qu'il a dit, les gens ont entériné, c'est ce que je dis. Mais il faut l'avouer. Mais si, par exemple, dans votre maison, il y a un problème, c'est pas parce que le voisin l'a dit qu'il n'y a pas de problème. Le voisin l'a dit, il y a problème. Il est vrai que les coups d'État constituent un problème pour nous. Ça constitue des freins. Et Samuel, nous ne pouvons pas, même les Maliens, même ceux qui ont fait ce coup d'État-là aujourd'hui, doivent reconnaître que ça constitue un frein. S'il y a d'autres alternatives, ils diront que s'il y a d'autres alternatives, ils n'allaient pas avoir coup d'État. Peut-être ils vont dire que c'est la seule alternative qu'ils ont. Donc aujourd'hui, si nous disons que c'est le dernier recours, les coups d'État constituent le dernier recours, remarquons que nous avons échoué. Donc, allons-y. Aujourd'hui, ce qui est, il faut que nous ressaisissons et que nous puissions savoir qu'en réalité, si nous voulons être dans une CEDEAO qui fédère les énergies, oui, il faut être autonome. Oui, il faut être autonome. Oui, il faut accepter la différence. Parce que nous, les Africains, ce qui nous manque, c'est que nous n'aimons pas la différence. C'est-à-dire que la différence nous fait vraiment... C'est un autre problème pour nous. On veut toujours que ça soit harmonisé d'une manière où... Non, quand il y a mandat illimité X ou Y, regardons ce qui se fait par rapport à la Constitution. Et ne nous focalisons pas par rapport à ce que X pays fait ou Y pays fait. Mais si nous voulons harmoniser, je l'avais dit, il faut harmoniser d'abord et ensuite on déballe. D'accord. Est-ce que vous pensez que avec tout cela, la CEDEAO peut se relever, redevenir une institution, non, une organisation forte? La CEDEAO est en train de traverser, est en train de faire sa traversée du désert. La CEDEAO avait eu sa période de vaste et grasse. Aujourd'hui, c'est la vaste maigre. Elle est vers son apogée et après déclin. Vous savez mieux. Ils étaient à peu près 16 à 17 pays dans la CEDEAO. Il y avait 16 pays, voilà. La Mauritanie est sortie. Voilà. Maintenant, après le Mali, les 3 pays de l'AES, vous verrez que peut-être bientôt avec ces autorités, ces nouvelles autorités de Guinée-Bissau, peut-être eux aussi vont dire au revoir, adieu à cette institution sous-régionale. Le Sénégal, ce que cache peut-être dans les coulisses les mésententes entre Sonko et son président, peut-être ces gens-là, ils ont eu des difficultés lorsqu'ils étaient dans la masse, lorsqu'ils étaient des opposants. Et c'est la CEDEAO qui, bon gré mal gré, a asséné des coups à ces 2 jeunes qui sont aujourd'hui des dirigeants du Sénégal. Vous serez surpris du jour au lendemain que peut-être les 2 là, ils vont décider aussi de retirer le Sénégal dans cette institution un jour. Donc la CEDEAO n'aura pas sa compétence d'antan. Plutôt, elle est vers le naufrage et bientôt le navire va se couler. Moi, j'en suis sûr. Il y a d'autres pays qui murmurent, qui ne parlent pas, qui font avec les décisions de cette CEDEAO. Mais lorsque ces pays aussi vont taper du poing sur la table, peut-être c'est la sortie. Vous allez constater leur sortie. Donc la CEDEAO avait la période de vaste grâce. Maintenant, et aujourd'hui, c'est la période de vaste maigre. On va passer maintenant à notre sujet, la République démocratique du Congo, où plusieurs hauts gradés de l'armée ont été arrêtés. C'est le porte-parole de l'armée, le général de division Sylvain Ekenge, qui a confirmé que certains officiers supérieurs de l'armée RD congolaise avaient été arrêtés pour des actes d'une gravité exceptionnelle liés à la sécurité de l'État. C'est donc sans révéler des noms que le général Ekenge a précisé que ces officiers étaient détenus dans un cadre légal et
et sous supervision. La presse nationale rapporte que parmi les 25 officiers concernés, il serait des généraux, parmi les 25 officiers, 11 seraient des généraux et 14 des officiers supérieurs. Georges Hérault, on est dans un pays qui est confronté à la situation sécuritaire aussi qu'on connaît. Des officiers supérieurs mis aux arrêts pour, dit-on, acte d'une gravité exceptionnelle liée à la sécurité de l'État. C'est l'autre nom de tentative de coup d'État. Samuel, je pense que l'instabilité dans ce pays devient vraiment inquiétante parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis Kabila père, Kabila fils, jusqu'à Tshisekedi, la RDC. Bon, est-ce que si je le résume ainsi, c'est un peu amoindrir ou bien ne pas prendre vraiment dans un champ plus élargi le problème d'instabilité. Sinon, j'allais parler de Mobutu jusqu'à présent. Et donc, j'estime que ce pays, ce grand continent, que la RDC, comme le dit quelqu'un, quand la RDC va, c'est tout l'Afrique qui va. Et aujourd'hui, ce pays peine à décoller compte tenu des enjeux, des intérêts que nous ne pouvons pas maîtriser, nous, à notre niveau, et beaucoup d'enjeux économiques. L'Est de la CEDEAO, on sait avec le mouvement M23, tout ce que les médiateurs, que ce soit le médiateur de l'Union africaine en cette tête aujourd'hui, le président du Conseil togolais et le président américain qui aussi constitue un autre pôle de médiation avec le Qatar, un autre pôle de médiation et d'autres personnes qui voudront, ou bien d'autres personnes qui voudront que ce pays-là connaisse une stabilité et sécuritaire. Je suis en train de rêver que c'est en ce moment-là que le problème interne même de l'armée résurgissent et ça nous fait comprendre le problème ou bien la profondeur du problème auquel la RDC fait face depuis des décennies. Parce que quand vous voyez, quand on a même commencé à arrêter c'est au gradé, on ne communiquait pas. C'est qu'après que le général de division Sylvain Ekenge vient de sortir pour nous parler de ce qui se passe. C'est normal parce que c'est l'armée, c'est très sensible. Oui, c'est très sensible parce que aujourd'hui, au niveau de l'armée, on a estimé qu'il y a beaucoup de corruption. Et au niveau des hauts gradés, il y a certains qui sont, ou bien, ils sont pro-Kabila. Il y a d'autres qui sont pro-Kagame, selon les informations. Et d'autres qui sont très corrompus, déclarant un nombre de soldats à leur portée au lieu d'un autre nombre. Prenant même des rations, multipliant ou bien vendant même des équipements de l'armée ailleurs, et beaucoup de choses qui se passent en RDC. Et je me dis, mais avec ça, comment est-ce que les gens pensent que les médiations de l'extérieur, tout ce que les autres font pour la stabilité de ce pays-là, ça veut dire que en réalité, les acteurs principaux de ce conflit ou bien de cette instabilité dans ce pays-là ne sont pas concernés. Parce que c'est derrière une armée forte qu'on peut véritablement intervenir pour faire une médiation afin que l'armée puisse prendre la relève, prendre le pays et véritablement assurer l'intégrité de ce pays. Mais si les accords de cessez-le-feu, les accords de stabilité sont signés ailleurs, alors qu'au sein de cette armée-là, il n'y a que je ne sais pas comment les appeler, il y a que ces corrompus, il n'y a que ces personnes apatrides, ces personnes qui n'ont aucun amour pour leur pays, ces personnes-là qui ne veulent en aucun moment, puisque si tel est le cas, le désordre les arrangeait.
et ces personnes-là qui n'ont pas, qui ne veulent pas qu'il y ait stabilité, alors là, on jette l'eau dans le dos du canard. Et donc, c'est véritablement lamentable. Des hauts gradés, hein. On parle de 11 généraux et d'autres personnes. Si ce nombre important a pu être mis aux arrêts, c'est vrai qu'ils ne sont pas en détention à la maison d'arrêt, mais dans des résidences très surveillées, c'est que, je veux dire, les informations les concernant sont assez concordantes, notamment en ce qui concerne le coup qu'ils tentent de perpétrer. Avant de prendre à bras le corps cette pertinente question que vous venez de poser dans un français soutenu, je peux vous dire que la RD Congo, telle que venait de l'énoncer notre co-débatteur, mon cher maire Georges Hérault, de Cloto 2, je peux vous dire que la RD Congo, c'est un État pratiquement continent en Afrique, avec sa population qui est estimée en 2025 à 112 millions d'habitants. Dans cette situation, la définition, si nous mettons au cœur de nos débats la définition d'un État qui est souvent basée sur les 3 éléments constitutifs d'un État, la population, le territoire et un pouvoir politique organisé. Si vous les opposez, vous verrez qu'il n'y a pas d'État sans territoire, il n'y a pas d'État sans population, et il n'y a pas d'État sans pouvoir politique organisé. Et c'est la souveraineté. Cet État doit être souverain à travers ce que nous appelons la plénitude et l'exclusivité. Tu ne peux, un président qui est au pouvoir doit avoir la plénitude, doit avoir l'exclusivité sur tout le territoire. Si un élément manque, l'autre fait aussi défaut. C'est ce que nous constatons aujourd'hui en RD Congo. La population, que ce soit la population, n'est pas aussi tellement contrôlée par le pouvoir central. Il y a des clivages. Il y a des clivages qui ont connu de grands jours. Comme l'a dit notre ami Hérault, la RD Congo, depuis que RD Congo est Congo, il n'y a pas d'année, il n'y a pas une crise politique ou bien une crise armée. La crise armée, vous avez vu, la scission entre le pouvoir et M23. Les généraux ont quitté l'armée républicaine pour une armée, entre guillemets, peu reconnue. Le M23. Armée rebelle. Des rebelles. Et ces rebelles, ils opèrent au vieux et au sud de tout le monde, au nord Kivu, et Goma et autres. Et ils ont eu 2 soutiens. Il y a 2 soutiens extérieurs qu'il faut que aujourd'hui ils tapissent dans l'ombre. Ils créent de la zizanie, ils ne donnent pas la chance aux gouvernants et aux gouvernés de dormir. Dans ce sillage, l'État aussi n'arrive pas à respecter les accords. Il y a aussi la marginalisation. Certaines ethnies sont oubliées au détriment des autres. Ce qui fait que l'avènement au pouvoir de Félix et Tshisekedi ne reçoit pas l'assentiment de tout le monde. Lui ne fait que mélanger les pédales. Tantôt, il est en conflit avec son voisin Rwanda. Tantôt, il est en conflit avec le M23. Tantôt, il se retourne contre son propre armée. En le qualifiant, lorsqu'il était en juin dernier, au nord Kivu et à Goma, il a tenu des discours peu orthodoxes en disant, en affirmant qu'il y a au sein de l'armée des pratiques mafieuses et des pratiques qui relèvent de la magouille. C'est pas faux non plus. Hein, ce que on sait, dans toute armée au monde, il y a aussi des brebis galeuses. Il y a aussi des gens
qui tapissent dans l'ombre, qui échappent au contrôle des incontrôlés au sein des armées, au sein de la hiérarchie, la grande muette. Il y a toujours ces individus. Mais il faut savoir manager avec eux. Sinon, c'est eux qui sont le pouvoir. C'est eux qui vous portent au pouvoir et c'est eux qui peuvent toutefois décider votre destitution. Donc, si ce qui se passe en Inde et Congo aujourd'hui, on arrête des généraux, pas moindres, parce que ils font de n'importe quoi, ils font de pillage, ils font de l'allégeance avec le M23. Il y a certains qui sont sur le mauvais drap parce que ils étaient des amis de ceux qui ont fait la scission. Ça peut toutefois retourner contre Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que la situation dans l'Est y est pour quelque chose dans ces arrestations? Je pense que je peux dire que c'est d'ailleurs ce qui constitue cette situation. Parce que aujourd'hui, il a été question de savoir pourquoi l'armée n'arrive pas à maîtriser la situation à l'est du Congo. Parce que, est-ce que c'est parce qu'il y a manque d'effectifs ou c'est quoi? C'est l'efficacité, c'est les équipements. Et donc, il y a, je vous dirais, une sorte d'audit qui a été fait. Et pour les gens, il a été question qu'ils ont des équipements, ils ont aussi l'effectif, mais ça cloche. Et donc, je pense que c'est tout ça là qui a mobilisé l'attention du sommet, des dirigeants au sommet, pour pouvoir comprendre mieux. Il est vrai que on peut parler de comment le président se prend, ou bien comment il intervient, ses prises de parole. Mais ce qui est sûr, nous sommes en train de parler d'un pays, de la RDC. Et j'estime que, au-delà des clivages, au-delà des positions et du positionnement de celui qui est au sommet, pour l'armée, il est question de défendre l'intégrité du territoire. Et donc, dans ce cas, il faut aller d'une manière vraiment professionnelle et éviter des interprétations politiques au sein de l'armée. Et je pense que ici, ça étonne tout le monde. Je pense que la RDC avec son affaire de M23, ça étonne tout le monde. Même il y a même des populations qui accusent même le gouvernement central parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont martyrisés, ils sont vraiment violentés et ils sont à la merci de M23 et personne ne vient à leur secours. Il y a même à un moment donné que M23 faisait la loi dans les établissements scolaires. Mais c'est quoi? C'est dans quel pays? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de la médiation du Qatar, surtout des États-Unis, il y a aussi le renseignement. Et donc, ces pays-là vont forcément mettre les renseignements au service des dirigeants pour quand même mettre la puce à l'oreille qu'au sein de l'armée, il y a beaucoup de poches qui doivent être véritablement dégagées pour asseoir une armée forte. Parce que on ne peut même pas... Oui. Est-ce que justement asseoir une armée forte, c'est ce qu'il essaye de faire quand on prend aujourd'hui ces arrestations, en dépouillant cette armée de toutes ces brebis galeuses, ces corrompus, ces généraux qui jouent à d'autres jeux que ce à quoi ils ont été appelés? Je pense que c'est le commencement. Pourvu que ce qu'ils sont en train de faire ne constitue pas en aval un règlement de compte quelque part, et c'est bon. Parce que si ça doit être fait vraiment avec une intention impartiale, je pense que c'est la meilleure des choses pour la RDC aujourd'hui. Parce que tout le monde
se pose la question, comment se fait-il que le Congo même, le Rwanda dont il accusait, le Rwanda fait combien de kilomètres carrés? C'est un petit poussé devant la RDC. Donc on se pose beaucoup de questions. Comment est-ce que ce grand continent, ce pays, ce grand pays pleurniche devant le Rwanda, comme si Rwanda, pitié, il ne faut pas venir, il ne faut pas soutenir, il ne faut pas faire ceci. Mais ce n'est pas possible. Parce que quand on parle d'un pays, d'un grand pays, et derrière ça, il y a l'armée. Et donc, si on doit même aujourd'hui soutenir la RDC, il faut le soutenir à augmenter l'effectif de son armée. Mais est-il que quand il y a des corrompus au sein de l'armée, peu importe l'effectif, vous voyez ce qui se passe au niveau du Nigeria, du grand Nigeria. Mais c'est pareil. Parce que aujourd'hui, quand on dit le Nigeria n'arrive pas à combattre le Boko Haram, le Nigeria n'arrive pas à faire ceci, le Nigeria n'arrive pas à faire ceci, vous savez, le budget au sein de l'armée, c'est un budget spécial auquel les pays n'arrivent pas à contrôler, surtout en termes de reddition des comptes. Et donc, ce qui fait que pour l'armée, ces financements-là qui arrivent pour lutter contre le terrorisme, lutter contre les M23, lutter contre ceci, c'est de bonne guerre pour les dirigeants ou bien ceux qui sont sommés, ceux qui sont les hauts gradés. Et donc, il y a beaucoup qui ne sont pas des compatriotes, qui ne voudront pas que ça cesse. Et ils veulent toujours que ça continue afin de pouvoir profiter. Alors que l'instabilité ne profite jamais, même à celui qui a contribué. On va passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler de ces réformes dans l'éducation. Donc enfin, un sujet plus soft. De nouveaux critères sont désormais appliqués pour l'évaluation de certaines matières dans le cadre de l'examen du certificat d'études du premier degré. C'est le premier diplôme auquel les élèves ont droit pour aller au collège. Le ministre donc a arrêté cette décision dans un arrêté. Et désormais, très concrètement, l'objectif de cette réforme est d'améliorer davantage la qualité des évaluateurs et l'objectivité dans la notation des compétences acquises par les apprenants. Cette réforme annoncée vient s'ajouter à d'autres, plus globalement, du système éducatif aujourd'hui. Il y a un pont qui est créé entre l'éducation et l'apprentissage, les métiers, globalement, tout cela est pris en compte. Alors, quand vous observez les premiers pas du nouveau ministre de l'Éducation, Mama Oumourou, est-ce que pour vous c'est rassurant? Non, il ne fait qu'emboîter le pas du sortant, Dodi Kokoroko. le ministre-président Dodi Komla Kokoroko, que je salue avec tout respect et appréciation. L'école de la République, c'est une école que les gouvernants ont voulu et veulent bâtir en rompant avec les vieilles pratiques classiques, ou bien les méthodes ancestrales, ou bien les méthodes caduques. Raison pour laquelle, avec l'avènement du ministre sortant, le ministre professeur Komla Dodi Kokoroko, il a instauré des bases solides pour l'école de la République. Cette école de la République aujourd'hui, vous savez mieux que moi, avant son avènement, c'est de n'importe quoi. Il n'y a pas aussi une structure, il n'y a pas de la structure, il n'y a pas un sérieux qui est derrière l'école de la République. C'est grâce à lui, à travers la politique nationale, la politique la politique du chef de l'État, le PC, le président Faure, qui a vu la République, l'école de la République plus loin, et il a cherché des hommes qu'il faut pour instaurer cette base plus solide. Aujourd'hui, vous voyez les retombées, les clôtures, ça et là. La République de l'école de la République n'avait pas à l'époque des clôtures.
les bâtiments, quoi qu'on dise, on ne peut pas construire Paris en un seul jour. Le ministre Kokoroko, il a fait son temps, il est parti, il a passé la main à nouvel entrant, qui est le ministre Mama Umaru. Oui. On le souhaite que bon vent et bonne arrivée, et qu'il n'a qu'à emboîter le pas de son prédécesseur, comme les disciples de Jésus ont emboîté son pas après son départ et jusqu'à maintenant. Les bonnes choses, les bonnes pratiques que le ministre Kokoroko a instaurées doivent être des acquis à sauvegarder. Aujourd'hui, on le voit, on le constate. Dans la vraie vie, la vie de tous les jours, le ministre Mama Umaru aussi a fait sortir ses notes circulaires en informant, en donnant des consignes très fermes, de pied ferme au DRE, au directeur régional de l'enseignement, au chef d'établissement. De l'éducation. De l'éducation, voilà. Au directeur régional de l'éducation, voilà. Et aux enseignants et aux apprenants. Donc ça doit être quelque chose, parce qu'il a vu comment est-ce que son prédécesseur avait serré les ceintures pour travailler avec une certaine rigueur et ouverture. D'accord. Donc, l'école de la République doit être sauvée à travers des anomalies que nous constatons de par le passé. Il faut corriger. Déjà, le nom même qu'on a, c'est une des premières fois qu'on a un ministère de l'Éducation nationale. Avant, on avait un ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique, ceci. Maintenant, là, on a Éducation nationale. Et puis, on a juste un ministère délégué à l'enseignement supérieur. Est-ce que ça augure déjà de la volonté d'une réforme globale du système éducatif? Samuel, c'est le lieu de saluer la vision du président du Conseil qui veut faire de l'éducation un levier de développement dans notre pays. Parce que, comme on le dit, qui veut aller loin, ménage ça à Montu. Et le président a une vision et pour construire un pays et une nation plutôt forte, il faut des bases très solides pour pouvoir y arriver. Et l'éducation fait partie de ces bases-là. Et je pense que si vous connaissez l'actuel ministre Mama Umaru, que j'ai eu la chance de travailler avec je crois que ça doit être 2014 jusqu'en 2018, j'ai eu à travailler avec dans le secteur privé. C'est un grand battant. C'est vraiment un travailleur. Et donc, j'ai compris, quand vous voyez l'équipe gouvernementale de la 5e République, vous allez voir qu'il y a un aura autour de tous ces ministres. Ce n'est pas que les ministres qui se sont succédés à des différents ministères, etc., ne travaillaient pas, mais c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un certain un dynamisme autour des ministères aujourd'hui et chacun voudra faire mieux. Chacun voudra se battre parce que nous sommes aussi dans ce qu'on appelle les budgets programmes, la modernisation de l'administration publique et tout. Et chacun voudra à un moment donné mettre ou bien laisser de l'empreinte dans son ministère, même avant que peut-être on l'appelle pour d'autres fonctions. Et c'est ce que le ministre Mama Umaru est en train de faire sous l'égide ou bien dans la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez vu toutes ces réformes, que ce soit au niveau de la création des passerelles, quittant même l'enseignement général pour aller à l'enseignement technique ou technique pour aller à l'enseignement général, ou que ce soit dans les enseignements de métier ou dans le corps professionnel, pour dire ce qu'on appelle généralement dans d'autres pays les acquis professionnels au niveau de l'université pour pouvoir avoir l'accès à l'université. Je pense que ce sont des cocktails de réforme qui viennent permettre à l'éducation togolaise de pouvoir être adaptée
à l'emploi, comme on le dit très souvent. Nous, je me rappelle dans les années 2005, 2010, on parle de l'inadaptation, formation, emploi, formation, etc. Et je pense que c'est tout ce qui a amené le chef de l'État à avoir cette vision. Mais maintenant, quand nous parlons même de la structure qui est le ministère de l'Éducation, au lieu d'avoir le ministère de l'enseignement technique, le ministère de l'alphabétisation, enseignement, etc., on a voulu peut-être faire d'un ministère, ce ministère-là, un ministère permettant d'asseoir toute la politique de l'éducation, enfin peut-être de permettre au niveau de l'enseignement supérieur une ouverture permettant d'apporter, puisque c'est un ministère délégué, et donc contribuant ainsi à une éducation que nous voudrons tous. Quand vous voyez même après les réformes, vous allez voir que on veut accentuer ou bien s'appesantir sur une éducation de qualité. Et donc la réforme que vous venez de citer, c'est plus dans l'optique que l'éducation ne soit pas seulement une éducation ou bien l'enseignement où les gens vont pour prendre des leçons reparties, puisque d'ailleurs je ne vous apprends rien, nous sommes dans l'approche APC, approche par compétence. Cette éducation permettra à terme que quand quelqu'un sortira de nos universités, de nos écoles professionnelles, que la personne soit quand même plus ou moins professionnalisée, ou bien, bon, j'allais employer le mot, c'est-à-dire que ça soit une formation professionnalisante avant d'aller dans une administration pour devenir professionnel. Donc, je pense que tout ça là a amené l'autorité à créer une éducation nationale. Et je suis en train de dire encore, félicitations à ce ministre, parce qu'il fait partie, ou bien il est l'auteur de plusieurs initiatives au niveau de l'éducation. Parce que ce n'est pas, en fait, au niveau de l'éducation, il n'est pas amateur. C'est quand même quelqu'un avisé. C'est quelqu'un qui a pris des initiatives. Et ces initiatives, au-delà de nos pays, est vraiment appréciée. Et donc, à qui on a confié ce ministère. Le lieu pour moi de féliciter aussi son prédécesseur, puisque vous savez, quand on parle de l'éducation, de la réforme, des réformes aujourd'hui sous l'égide du président du Conseil, et à côté, il y a aussi un de ses collaborateurs qu'on appelle le professeur Dodi Kokoroko, qui a véritablement su mettre en œuvre les politiques du chef de l'État et qui aujourd'hui est apprécié un peu partout. Alors maintenant, je veux dire, à quoi on peut s'attendre, parce qu'on le dit depuis plusieurs années, il faut complètement retoiletter la façon d'enseigner, de transmettre. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il poursuive ces réformes pour qu'on ait une meilleure lisibilité sur l'éducation nationale togolaise? C'est pourquoi il a été nommé par le PC. C'est pourquoi il a été le ministre, le nouveau ministre là. C'est pourquoi il a le Mama Oumourou, je le salue une fois encore. C'est pourquoi il a été nommé. On a déchiffré, on a identifié les qualités nécessaires, parce que lui-même, il est fondateur, il est promoteur d'une université privée. Donc, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne novice en la matière. Il est doué, il a les compétences requises et nécessaires, et il peut toutefois, et il doit consolider les acquis laissés par le sortant ministre Dodi Komla Kokoroko. Donc, il va, et j'en suis sûr qu'il ne va pas bandiner avec l'école de la République telle que le PC, le président du Conseil, a voulu transformer l'école de la République à une école digne de ce nom. Mais en même temps, c'est vrai qu'on dit les choses et on peut apprécier ce que le ministre est en train de faire, mais quand vous regardez même nos écoles, surtout les écoles publiques,
voyez les effectifs. Est-ce que ça donne la main à un enseignant de pouvoir appliquer toutes ces choses? Vous savez, ce qui est gratuit est souvent convoité par tout le monde. Aujourd'hui, l'école... En même temps, c'est à l'État de garantir l'accès à l'éducation Mais pour tous. vous savez, l'État, seul l'État dispose des moyens. Mais ces moyens sont souvent aussi limités. Les besoins sont illimités, mais les moyens sont... Un État, c'est l'anticipation, c'est la Mais prévision. on ne refuse pas. C'est toutes ces choses. On ne refuse pas. C'est-à-dire actuellement, l'État moi, est supposé connaître même la population dans 10 ans. Effectivement. Et anticiper. Je ne défends pas aveuglément l'État. Mais vu les réalités, vu ce qui se passe dans d'autres pays, même aux États-Unis, pourquoi Trump a limité l'immigration? Pourquoi il a limité de financer l'université de Harvard? C'est parce que ça coûte cher. Parce qu'ils n'arrivent pas à donner le nécessaire aux nationaux. Raison pour laquelle ils ont limité le budget, ne voulant pas financer l'éducation des étrangers. Donc il en va de même pour mon pays, le Togo. Le Togo, aujourd'hui, avec, vous savez mieux, aux États-Unis, on peut ne pas voter le budget, mais le pays va fonctionner. Il y a paralysie. Hein? Non, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que le pays ne vit pas totalement des fonctionnaires ou bien du budget de l'État. Il y a le secteur informel qui dépasse largement. Mais chez nous, si l'État veut oser, en refusant de voter le budget, comme ce qui se fait ailleurs, on va aller avec le budget de l'année précédente. Le pays va connaître une paralysie. Donc, le temps voilà malheureusement est parti. L'anticipation, voilà ce que je voudrais dire. D'accord. Le temps est malheureusement parti. Hein. J'aurais aimé écouter aussi Georges sur la question, mais si on entre dedans, on risque de sortir du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup, Marcel Agbessinou. C'est un plaisir. Georges Hérault, merci aussi d'être passé. Merci Samuel, c'est un plaisir aussi partagé. Et merci à tous d'être restés en notre compagnie. Je vous retrouve le samedi prochain pour commenter d'autres sujets.